Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'école, terrain miné. Dans l'actualité des écoles d'ailleurs aussi. Le suicide d'une directrice à Pantin, Christine Renon, a remis en lumière le malaise des profs et les difficultés éprouvées par les responsables d'institutions pour faire vivre leurs établissements et remplir leur mission. Isolement, surcharge de travail, baisse des budgets et des effectifs. 200 directrices et directeurs d'école ont écrit une lettre ouverte au ministre de l'Éducation récemment, demandant l'ouverture d'un dialogue réel. On va en parler avec nos invités. La journaliste Marion Armango, tentée par un poste de prof, elle a exercé pendant 1 an en Seine-Saint-Denis et notamment à Bobigny, une expérience qu'elle raconte dans « Ils ont tué l'école qui paraît au seuil ». Bonjour à vous. Bonjour. Aujourd'hui, ex-enseignante contractuelle et à nouveau journaliste, métier que vous aviez quitté, que vous retrouvez, va nous rejoindre dans quelques instants la sociologue de l'éducation Anne Barrère, professeure à l'université Paris-Descartes, auteure de Au cœur des malaises enseignants il y a 2 ans chez Armand Collin et 10 ans plus tôt d'une sociologie des chefs d'établissement aux presses universitaires de France. Vous êtes passé, vous, Marion Armango, par une trentaine d'écoles, d'établissements, avec ce statut qui vous permettait ou faisait que vous pouviez être envoyé un peu partout en fonction des besoins et des demandes. On va revenir en attendant, Anne Barrère, sur le statut assez particulier des directeurs d'école, sur l'autorité ou pas qu'ils ont sur leurs équipes et sur les conditions dans lesquelles ils exercent aujourd'hui. Sur votre livre, il suffit peut-être juste de lire d'abord les têtes de chapitre pour imaginer la sensation de vertige que vous avez dû éprouver pendant cette année, de l'adrénaline des débuts à la déception, voire peut-être la colère caractérisée. Après la première rentrée des classes de ma nouvelle vie, c'est le premier chapitre, arrive très vite les rats en plus des enfants au chapitre 3, puis double peine, le premier SOS détresse au chapitre 6, suivront quand l'école n'est pas un refuge, alerte, maltraitance et rien ne va plus, avant un épilogue qui interroge et qui s'interroge sur votre état d'esprit. Étais-je naïve de croire que l'école publique était plus qu'aucune autre, une institution qui se donnait les moyens d'appliquer les principes de liberté, d'égalité et de fraternité arborés si fièrement sur la façade de chaque établissement. Après coup, vous pensez avoir été naïve ? Ah oui, toujours. Les désillusions, clairement, je m'en remets toujours pas, en fait, de la dégringolade entre ce que je pensais et une réalité à laquelle j'ai été confrontée, oui. C'est quoi cette réalité, si on essaye de la raconter? Peut-être commencer par la formation que vous avez eue. La non-formation, voilà, que j'ai eue. Oui, c'est un statut particulier, contractuel. Déjà, j'ai commencé à halluciner dès l'embauche puisqu'il a fallu un CV, une licence et peu importe le domaine, pour pouvoir postuler, en fait, et devenir enseignante. J'ai été reçue, dans les 2 jours qu'on suivit l'envoi de ma candidature pour un entretien qui a duré 20 minutes avec aucune question pour évaluer mes connaissances en géographie, en mathématiques, en français. En fait, très vite, j'ai compris que c'était des questions juste pour évaluer mon état psychologique, voir si j'étais à peu près équilibrée et apte à prendre une classe. Aucune formation donc. Alors sans CAPES, c'est pas de collège, pas de lycée, c'est le primaire Ouais, maternelle et la voilà. maternelle. Et au bout de ces 20 minutes d'embauche, j'ai été recontactée 2 jours plus tard et on m'appelait maîtresse et j'étais dans une classe alors que j'avais aucun document de travail, aucune technique, aucune méthode d'enseignement, d'apprentissage et c'était à moi de me débrouiller avec les sites internet Les forums de profs les sur lesquels vous êtes forums beaucoup qui allés. m'ont énormément aidée, sur lesquels je me suis beaucoup reposée. Et heureusement, c'est grâce à la solidarité des enseignants qui mettent en ligne les contenus que j'ai fait comme j'ai pu pour enseigner pendant une année scolaire, quoi. Qui vous embauche ou vous débauche pour ce premier contrat? Parce que vous racontez, et ça a été une situation qui s'est reproduite au fil de cette année, qu'arrivée dans l'école, même la directrice n'était pas, ou le directeur, au courant de votre présence. Ah mais presque jamais, en fait. Déjà, il manque tellement d'enseignants que lorsque je me présentais pour des remplacements, au départ de l'année scolaire, ça a été beaucoup de remplacements courts avant d'avoir une affectation réelle à partir du mois de décembre. Les directeurs étaient surpris de ma venue parce qu'en fait, généralement, les profs absents ne sont pas remplacés tellement il manque des enseignants dans le département. Donc c'est la surprise. Et puis après, je me balade dans l'école et puis je vais chercher des élèves que je ne connais pas. Voilà. Et puis c'est la découverte du niveau de ces enfants que je connais pas et puis de l'improvisation à nouveau devant le tableau. Le niveau, vous diriez beaucoup de disparités entre établissements?
Oui, bah alors c'est aussi, du coup, j'ai dû travailler moi, comme je disais, à partir de blogs pour me constituer ce que j'ai appelé une mallette, avec des exercices pour moi, avoir des repères. En fait, j'avais même aucune idée de ce qu'on était censé enseigner en maternelle, en CP, en CM1, quels étaient les objectifs. Et du coup, j'ai aussi été très vite confrontée entre ce que je trouvais sur Internet et ce que les enfants étaient censés savoir en CM1, CM2, et la réalité du niveau dans les classes qui est catastrophique en fait. Très souvent, avec des enfants qui arrivent à l'âge de 10 ans et c'est pas des cas isolés, des enfants qui savent toujours pas lire et écrire. J'en reviens aux libertés, égalité, fraternité inscrits sur les façades des établissements. Vous, vous estimez qu'il y a un vrai problème d'égalité encore des chances aujourd'hui pour ces enfants? Évidemment, pour moi, c'est enfin vraiment, je pense que de toute façon, personne n'est dupe totalement, mais à ce point-là, non, il n'y a aucune égalité des chances. Déjà parce que beaucoup de choses dans les écoles dépendent de la richesse des villes et des mairies. Il n'y a que les enseignants, en fait, qui dépendent, le salaire des enseignants qui dépend de l'éducation nationale. Et donc, du coup, déjà, de base, l'écart se creuse et fait que, déjà, il n'y a pas les mêmes moyens matériels, il n'y a pas les mêmes moyens humains, il n'y a aucune cohérence. Voilà, c'est au bon vouloir des villes, en fait. Donc, comment parler d'égalité des chances quand dans les communes les plus riches, on dispose du nécessaire et dans celles les plus démunies, on se retrouve à devoir négocier pour avoir assez de tables, assez de chaises, assez de feuilles, voire même des feuilles tout court, un tableau, des stylos. Enfin, en fait, on en est là, quoi. Vous témoignez aussi dans cet ouvrage, Ils ont tué l'école, du peu de transmission qui se fait, notamment entre les titulaires et les contractuels comme vous, une culture des enseignants assez individualiste, une absence de solidarité, notamment donc entre les remplaçants et les titulaires. Comment l'expliquer? Que je comprends tout à fait, et ça rejoint cette triste actualité et ce drame, c'est que je pense que les enseignants et directeurs ont tellement à gérer, on leur demande tellement tout le temps plus. Que chacun se replie sur ses tâches. C'est évident, en fait. Quand on n'arrive déjà pas nous-mêmes au bout de ce qui nous est demandé, de l'envie de bien faire son travail pleinement, comment, du coup, en plus, prendre du temps et avoir la volonté d'accueillir chaque jour une personne qui n'est pas formée, qui est contractuelle comme moi, pour lui enseigner, lui transmettre ce qu'on peut, alors qu'on a déjà sa classe et toutes les tâches du quotidien à gérer. Anne Barrère vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de l'éducation, je le disais, auteur il y a 2 ans de Au cœur des malaises enseignants, mais également 10 ans plus tôt d'une sociologie des chefs d'établissement. Dans une tribune parue récemment dans Le Monde, vous tentez d'analyser les raisons de ce sentiment de solitude ressenti par les directeurs d'école, comme ça a pu être montré encore très récemment par ce drame, le suicide, et la souffrance racontée par la directrice d'école à Pantin, Christine Renon. Analyser ce sentiment de solitude ressenti par beaucoup à l'école. Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux dans cette tentative d'éclaircissement de cet isolement éprouvé ? Alors disons que, en raison de mes recherches sur les enseignants du second degré, plutôt je le précise, et puis des chefs d'établissement, ce n'est pas quelque chose qui m'a étonnée. Parce que dans les recherches, j'avais essayé déjà d'analyser, de comprendre ces sentiments de solitude par rapport finalement au travail réel. Dans la classe, s'il y a bien quelque chose qui est important, c'est que précisément, et comme votre livre le montre aussi, ce travail réel souvent disparaît, et disparaît aussi même parfois des propos qu'on tient sur les enseignants. Donc ce sentiment de solitude ne m'a pas surprise. Par contre, ce que je trouve, et évidemment, à l'occasion d'événements dramatiques, ce que je trouve intéressant, c'est ce mouvement collectif pour confronter des expériences réelles de travail, qui peuvent évidemment aboutir au pire, mais avec justement, c'est ce que j'ai essayé d'analyser, le fait qu'elles sont rarement l'occasion de partage collectif entre les enseignants. Et pour moi, cela dépasse aussi le problème de l'encadrement hiérarchique entre enseignants. Ces expériences sont aujourd'hui tellement parfois diversifiées,
tellement surindividualisé, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer, que les collectifs n'arrivent pas finalement à les connaître ou à les prendre en charge et du coup à construire des solidarités. Or, le partage, c'est effectivement l'entraide, c'est peut-être aussi la possibilité de mettre à jour un certain nombre de dysfonctionnements communs que chacun rencontre et doit affronter à son échelle avec ce sentiment de solitude quand il est face à ces situations et de ne pas prendre ça pour des échecs, mais d'alerter, de pouvoir alerter les hiérarchies sur ces dysfonctionnements qui sont communs à tous. Oui, bien sûr, et c'est pour cela que à la fois le courant d'émotions autour du suicide de Madame Tenon, mais aussi le pas de vague de l'année dernière, était à la fois, finalement, on peut le lire comme des essais de mettre par les réseaux sociaux en collectif des expériences, alors qui sont évidemment dramatiques et plutôt vécues comme sous le signe d'une grande souffrance personnelle ou d'un échec, mais qui pourraient l'être aussi sur d'autres plans, sur des plans de débat professionnels, des partages aussi de réussite. Et je voudrais dire aussi une chose, c'est que sur ces réseaux sociaux, ce qui m'a frappée, c'est qu'il y avait à la fois des témoignages d'enseignants du premier degré et du second degré, ce qui n'est pas si fréquent quand on sait la force quand même aujourd'hui de culture professionnelle par niveau, et aussi finalement à la fois d'enseignants et de ce qu'on pourrait appeler un encadrement de proximité, puisque les directeurs et directrices d'école sont bien à ce niveau-là d'action. C'est cela qui m'a frappée. L'expérience vécue par Marion Armango et qu'elle relate dans son livre Témoignages, Enquête, ils ont tué l'école est très récente, 2017. Vous avez et vous travaillez sur ces sujets depuis un moment, Anne Barrère. Est-ce que la souffrance racontée par Christine Renon dans sa lettre semble quand même témoigner à vos yeux d'une dégradation des conditions de travail depuis vos premières enquêtes dans les années 2000 ? Alors, même si c'était plutôt sur le secondaire. Oui, c'est difficile de répondre à cette question, mais précisément par rapport à des enquêtes que j'ai faites dans un temps donné, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la recherche en éducation s'accorde pour montrer que les inégalités, en particulier sur le plan territorial, sont très importantes et ont tendance à se creuser dans le pays. Et ce n'est pas quand même un hasard qu'à la fois le livre, votre livre, et à la fois le suicide de Madame Tenon, Madame Renon, mince, se passe en Seine-Saint-Denis, et bien sûr beaucoup d'enquêtes montrent que des territoires décrochent, et à la fois il se passe aussi, en dehors de ces faits dramatiques, des phénomènes dont vous témoignez aussi, d'engagement, de mobilisation des équipes et de grandes réussites. Simplement, ces grandes réussites, finalement, restent silencieuses et méconnues dans un contexte qui est réellement difficile. Et je pense que la dégradation des conditions de travail, si on peut en parler, elle vient aussi de l'écart qui se creuse de plus en plus entre un travail parfois surprescrit par des réformes ou par des propos, on va dire, des constats, et ce que vivent les enseignants au quotidien. Je pense que, d'ailleurs, des constats plus quantitatifs, faits par des enquêtes de l'ADEPE, montrent que la première cause, par exemple, d'un malaise enseignant, que moi je préfère mettre au pluriel, mais c'est bien cet écart entre le travail réel et puis des mesures, des réformes, etc. Et peut-être à ce niveau-là, mais c'est aussi le cas dans d'autres secteurs du monde du travail. On peut dire que la situation, elle est aujourd'hui assez dramatique et critique. Ça, c'est un mot qui revient souvent dans votre ouvrage, Marion Armango, celui de l'indifférence totale, dans l'indifférence totale. Cette absence de reconnaissance, de qui devrait-elle venir pour être perçue, reconnue ? À la fois des hiérarchies, des parents ? Oui, de tout le monde, c'est ça, c'est bien là le malaise aussi pour moi. Pour moi, un mot qui résume cette année, c'est l'abandon. C'est l'abandon des enseignants, des directeurs. Effectivement, cette indifférence avec aucun recours à la hiérarchie, aucune écoute, même sur des situations extrêmes que je relate dans ce bouquin, de choses que j'ai pu voir et vivre, où on a l'impression qu'on est seul et il faut avancer en brave petit soldat, et que
faut mettre nos états d'âme de côté et voilà, continuer le travail sans savoir à qui s'adresser, en faisant face à une détresse qui est multiple, qui est sociale, qui est psychologique, qui vient de plein de choses très différentes, quoi. Et on est tout seul. Tout seul, tout seul. La première personne vers laquelle vous vous tournez, on imagine, comme enseignante contractuelle en cas de problème ou de malaise ressenti, c'est justement le directeur et la directrice d'école. Oui, je l'ai fait à plusieurs reprises et parfois ils ont été super et avec une expérience, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour me rassurer et trouver des solutions face à des situations que je ne savais pas gérer, puisque je rappelle que j'avais quand même pas d'expérience et que même avec une expérience, en fait, on se retrouve avec des situations tellement impensables qu'on ne peut pas avoir, même à travers une formation. Enfin, voilà, c'est quand même très compliqué. Exemple de situation que vous jugez aujourd'hui ou que vous n'auriez pas pu imaginer? En fait, déjà tout ce que je raconte, moi, je pensais absolument pas qu'on en était arrivé là. Donc, et puis, je m'attendais à ce que ce soit difficile, mais je savais pas vraiment pourquoi. Et voilà, des situations, comme je disais, de pauvreté, d'enfants qui vont être expulsés parce que problème de papier, d'enfants qu'on ne vient pas chercher à la sortie de l'école et on est obligé d'appeler les flics. Ça se passe avec le commissariat, de cas de maltraitance. Enfin, il y a aussi toute cette dimension-là, en fait. Est-ce qu'on peut vraiment être formé à ça? Et surtout, quand je me suis tournée vers des directeurs d'établissement, voilà, qui faisaient ce qu'ils pouvaient pour me donner des solutions, mais qui m'expliquaient quand même que c'était sur mon temps, que c'était pas non plus vraiment mon rôle et qu'il y avait pas de process, en fait. Donc il y avait pas de recours. C'était à moi de chercher, de me débrouiller et au bon vouloir de l'enseignant, en fait, aussi. Ça, c'est des situations qui sont très, très dures à gérer. Et je pense que le malaise aussi vient d'ici. C'est que tout ça, c'est pas écrit dans une fiche de poste, en fait. Et du coup, on fait quoi? En fait, il s'agit d'enfants. Là, je parle de situations qui sont assez extrêmes, mais qui sont quand même aussi une réalité, quoi. Et je pense particulièrement dans ce département qu'est la Seine-Saint-Denis, mais qui se trouve partout. Et voilà, ça fait partie de cette charge aussi mentale. On n'est pas formé, on fait face à toute cette détresse et on a tout le reste à gérer et on a l'enseignement en plus et tout ça n'est pas reconnu. Le témoignage d'un directeur d'école à Aubervilliers, Jean Buissonnier. Quand elle parle d'être submergée par toutes les tâches du quotidien, c'est quelque chose que l'on partage tous. On est, vous voyez, moi je suis directeur d'une école de 21 classes. Je suis seul à la direction, il y a 355 élèves inscrits à l'école Condorcet. Je suis seul alors que pendant les 3 premières années où j'étais ici, je bénéficiais de ce qu'on appelait les aides à la direction. Des personnels qui ont été, ces contrats CUI ont été terminés à l'arrivée du nouveau gouvernement. Mais sans aucune modalité d'accompagnement de ces personnels. C'est ce qu'on appelait la fin des contrats aidés. C'est sûr que c'était pas des conditions pour eux idéales. C'est des petits salaires, c'était ce qu'on appelait les CUI, les contrats uniques d'insertion. En attendant, partout où il y en a eu, ça remplit plus qu'un vide, quoi. Et c'est des gens qu'on a mis à la porte du jour au lendemain, quoi. C'est retour à Pôle emploi, quoi. Il s'est rien passé pour eux. Normalement, il y avait le mot I dans CUI, il y avait insertion, oui. Mais cette insertion, elle s'est arrêtée. Alors, je ne dis pas que le dispositif était idéal. Il fallait certainement créer autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu, dans l'éducation nationale, des milliers et des milliers de personnes qui se sont arrêtées de travailler du jour au lendemain. Et nous, on s'est retrouvés, gros gens comme devant, à refaire tout seul, quoi. Voilà, Jean Buissonnier qui, en ouverture de ce témoignage, parlait de la situation qu'il ressentait comme partagée avec les mots employés dans sa lettre par la directrice d'école de Pantin, Christine Renon. Les QI, les contrats uniques d'insertion, comme il l'évoque, les accompagnants scolaires, tout ça, c'est des métiers qui ont été petit à petit sacrifiés et qui avaient leur importance, Anne Barrère. Oui, à la fois, ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'aussi il y a de plus en plus d'enseignants contractuels dans les écoles, ce qui, d'après moi, rend encore plus aigu le problème de la formation, mais aussi le problème d'équipe collective, en fait, avec l'idée que les enseignants sont
pas au même niveau d'expérience ni de formation. Et déjà, ils ont parfois du mal à partager certaines expériences. Mais je pense que ces différences statutaires n'aident pas. Quant au contrat et au fait que les directeurs d'école, mais aussi les chefs d'établissement du second degré, que je connais mieux, se sentent, si vous voulez, tout à fait envahis de tâches tellement diverses administratives, mais qui sont pour eux pas forcément le cœur de leur métier. Parce que dans le même temps, on leur demande aussi de plus en plus de tâches qui en sont plus proches de ce cœur de métier. Définir des politiques locales, des projets pertinents, choisir entre différentes modalités d'aide et de soutien. C'est vrai que c'est une donne qui est complètement asphyxiante pour certains dans certains contextes. Il faut aussi, là, peut-être contraster les contextes. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous montrez qu'il y a des contextes très différents, puisque vous avez pu, finalement, vous avez eu le privilège, parfois un peu compliqué, mais de naviguer entre beaucoup de contextes différents. Et on voit bien que même dans la Seine-Saint-Denis, certaines écoles n'ont rien à voir sur le plan du climat ou même finalement des conditions matérielles. Ouais. Vous racontez même que les écoles de Pantin n'étaient pas les plus mal loties. Et qu'on voit effectivement des différences, des disparités très fortes. Et les contractuels, puisque vous l'évoquiez à l'instant, Anne Barrère, c'est justement dans les établissements les plus difficiles ou les moins favorisés déjà qu'ils sont les plus nombreux. Forcément, puisque le principe, c'est que le contractuel est là pour des remplacements. Ça, c'est le principe. Parce qu'en réalité, les contractuels sont là pour avoir des classes, et c'est encore le cas cette année, puisque j'ai autour de moi des personnes qui sont aussi en reconversion et qui, comme moi, ont fait la démarche de passer par le statut de contractuel pour tester la profession, pour peut-être plus tard passer le concours et voir comment est-ce que ça se passe. Et ces personnes-là, elles ont une classe en fait. Elles font leur rentrée des classes, on leur attitre une classe, ils sont du jour au lendemain propulsés. Voilà. Et oui, donc moi, oui, j'étais remplaçante, donc du coup, j'ai eu le panel de tout ce qui se fait et j'ai pu effectivement constater que chaque école a son projet pédagogique, son fonctionnement, des enseignants qui doivent s'adapter, comme ça a été le cas pour moi. Par exemple, dans une des écoles, on m'a demandé de remplir des carnets de réussite pour des élèves de maternelle avec des photos, des légendes, des notes, avec tout un code qui avait été mis en place. Le dispositif, il fallait le tester, être très rigoureux. On y passe des soirées sur des logiciels qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas envie de comprendre, avec un matériel qui est personnel, parce qu'évidemment, la salle informatique existe juste sur l'affichage qui est sur la porte, mais à l'intérieur, l'ordinateur s'allume même plus, donc... Voilà, et chaque école, c'est ça. Donc, chaque école, il faut à nouveau s'adapter à quel process et à toutes ces tâches qui ne sont pas de l'enseignement, en fait. C'est pas l'éducation nationale, en fait. C'est une éducation locale, puisqu'il y a tellement de différences. On essaye de comprendre comment c'est possible, même sur la question des projets d'éducation. D'après moi, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est difficile et qui est central. Si, c'est une éducation nationale. Et avec aussi des aspects très territorialisés, avec des très fortes contradictions entre les deux. C'est-à-dire que de facto, je pense qu'il y a une grande diversité au local. Et du coup, quand certaines injonctions tellement globalisantes, je pense à la récente réforme du collège, enfin pas si récente que ça, il y en a eu d'autres depuis, mais qui avait finalement rencontré des diversités locales incroyables, avec des mêmes injonctions à l'interdisciplinarité qui étaient dans certains cas déjà prises en compte, dans d'autres avec des équipes qui ne comprenaient pas le sens qu'avait cette réforme. Et donc, je pense que cette tension nationale-locale, elle est forte, elle est pas très bien gérée, enfin ça dépend vraiment des configurations d'établissement et je pense que ça fait aussi difficulté en fait et que finalement il ne faut pas cacher aussi que certaines équipes au local arrivent à construire finalement des collectifs professionnels qui contiennent mieux les difficultés que d'autres. Et ça, je pense que c'est clair. Et là, je pense que ça déborde le cas de la Seine-Saint-Denis ou des contextes qui sont très difficiles. Je pense qu'on peut aussi trouver ça dans des établissements dits sans problème, où certains enseignants se retrouvent d'autant plus seuls. Ensuite, comment ne pas rebondir, peut-être comptez-vous le faire après, je ne sais pas, mais quand même sur cette formation des enseignants et sur le fait que moi, je m'investis beaucoup aussi en sciences d'éducation à l'ESP de Paris, sur un master qui forme les CPE, il y a un flux
de gens qui viennent vers les métiers de l'enseignement, CPE, professeurs des écoles, enfin voilà, parce que ça a du sens. Et plus de sens que parfois leur première carrière, etc. Donc c'est un phénomène sur lequel on commence à réfléchir pas mal. Je n'ai pas de cadrage quantitatif ici, mais qui existe véritablement. Et c'est assez incroyable aussi, alors qu'il y a beaucoup de discours sur la formation, qu'on ne pense pas finalement à instaurer une formation digne de ce nom, mais ça rejoint les problèmes en général de la formation des enseignants. Et cette question du sens, elle est centrale. Vous la rappelez aussi, Marion Armango, dans Ils ont tué l'école, où vous faites à la fois le portrait d'autres remplaçants que vous avez vus passer ensuite, soit le cow-boy qui peut donner des leçons d'autorité. Avec moi, ils ont intérêt à filer droit, racontez-vous. Le vétéran qui a tout vu, tout vécu et qui vous met en garde. Ou encore, on peut avoir des remplaçants plus sadiques, telle cette enseignante qui a à un moment maintenu une classe de grande section maternelle, la tête dans les bras, dans un silence absolu pendant toute une après-midi, tandis qu'elle était accrochée à son téléphone portable. Mais vous mettez aussi en avant ce sens que vous n'avez visiblement pas perdu de pourquoi vous êtes là quand vous avez eu votre classe, ma classe, mes petits. Oui, mes petits, racontez-vous, la relation maîtresse-élève est vraiment unique. On passe souvent plus de temps avec les enfants que les parents eux-mêmes. Alors forcément, on s'attache, ce lien très fort qui se tisse et qui est au cœur aussi de ces métiers. D'ailleurs, beaucoup savent qu'ils peuvent compter sur ce lien qui va se créer en général. Oui, je pense que c'est ce qui fait la magie, c'est ce qu'on vient rechercher dans le métier d'enseignant et c'est ce qui fait que c'est dramatique qu'on en soit arrivé à ces conditions-là. Mais c'est la merveille de ce métier. Ça reste un métier, quel métier plus humain que celui d'enseigner et d'être entouré d'enfants à qui on enseigne, qu'on voit évoluer, progresser. Moi, j'ai adoré malgré tout cette année scolaire, réellement. J'ai trouvé le sens que je venais y chercher. Après, j'ai trouvé d'autres choses que j'attendais pas et que j'aurais préféré ne pas rencontrer. Avec nous jusqu'à 13h30, la journaliste Marion Armango qui signe au Seuil « Ils ont tué l'école » et la sociologue de l'éducation Anne Barrère, professeure à l'université Paris-Descartes. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. La crise de l'école est-elle toujours le symptôme d'une crise plus large de la société? À vous entendre déjà depuis une vingtaine de minutes, Marion Armango et Anne Barrère, il semblerait que oui. Une nouvelle réforme est à l'œuvre, portée par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Et au cœur de cette réforme, un mot, la confiance. Écoutons à ce sujet les mots du sociologue Bernard Lahire, qui vient de signer au Seuil également Enfance de classe. Tout part du constat qu'il y a de l'inégalité scolaire et que on ne peut pas impunément, alors que l'école de la République est censée apporter la même culture à tous les enfants, rester les bras ballants face à la situation. Donc ça part toujours de ce constat d'une certaine façon. Après, les réformes se font parfois au nom de la lutte contre l'échec scolaire mais en fait font tout autre chose que de lutter contre l'échec scolaire, parfois même l'aggravent. Moi, je suis étonné, par exemple, du fait que, justement, lié à ce qu'on a évoqué jusque-là, c'est-à-dire la charge des enseignants et leur fatigue, à force de réformes successives dont ils ne voient pas toujours le sens, ils voient les contraintes, mais très très peu d'effets positifs, ce qui est quand même un problème. On parle d'école de la confiance. Je pense que le degré de confiance n'a jamais été aussi faible, donc là, on peut s'interroger comme ministre. Comment ces mots de « école de la confiance » ont résonné en vous, Marion Armango ? C'est très dur et je pense que malheureusement aussi à travers la lettre de Christine Renon, on le sent très bien, il y a clairement plus de confiance, donc c'est d'autant plus douloureux qu'elle s'appelle comme ça et qu'on demande aux enseignants et qu'on me demande de réagir à une réforme qui est encore une fois très très déconnectée d'une réalité en fait, où on ne consulte plus ceux qui font l'enseignement, qui sont sur le terrain et voilà, on y va de sa réforme à chaque rentrée pour cocher sa petite case. Et voilà, le mot confiance est très dur et je pense qu'il y a plus grand monde qui a confiance. Oui. Anne Barrère, ça passerait par quoi de rétablir véritablement la confiance aujourd'hui? Par quelle réforme d'urgence? On fait des constats larges. Je suis persuadée que l'agenda politique a son autonomie par rapport à l'agenda de la recherche. Ce que je peux peut-être apporter, moi, à partir des miennes, c'est finalement
mon constat propre, qui est partagé d'ailleurs, à savoir que cette crise de confiance, elle vient aussi profondément, finalement, de ce que je pourrais appeler une crise de l'encadrement du travail enseignant. Parce qu'effectivement, ces réformes constantes, qui sont parfois des micro-réformes, des dispositifs à mettre en place, parfois des réformes beaucoup plus larges, qui sont parfois pas forcément contestées dans leur fond. Je pense à l'inclusion, je pense à ce type de loi, mais qui, dans leur mise en œuvre et dans la manière dont finalement, au lieu d'être des solutions, elles finissent, je cite le sociologue connu Michel Crozier, finissent par être de nouveaux problèmes. Ces réformes ne contiennent pas les changements auxquels on doit faire face les enseignants, qui sont des changements très sociétaux, par exemple le changement des rapports entre les générations, le changement du rapport à la connaissance, à l'ère du numérique, etc., plutôt pour le second degré. Et donc les réformes sont des changements qui font pas sens, qui sont imposés ou vécus de manière autoritaire, qui éloignent encore de la prise en compte du travail réel. Et donc si je dirais que... si je mettais le point sur un chantier, c'est véritablement ce rapport à l'encadrement et à la formation. Parce qu'au fond, quand même, la formation des enseignants est en déficit, pas seulement dans le cas des contractuels où elle est inexistante. Mais moi-même, quand j'ai commencé avec un concours de lettres il y a déjà bien longtemps, je n'avais pas de formation non plus. Alors, depuis, les IUFM, les SP, les INSPE ont essayé de renverser la vapeur, mais pas suffisamment, de manière précipitée. Et encore une fois, pas de manière suffisamment... je dirais convaincante pour certains problèmes. Et c'est vrai qu'ensuite, le mot d'ordre de confiance, il résonne de manière ironique dans les contextes réels de travail. De confiance et de dialogue. Je vous propose d'écouter un dernier témoignage, celui d'un inspecteur général de l'Éducation nationale qui revenait sur cette obligation d'exemplarité qui a été rappelée dans cette nouvelle loi Blanquer aux enseignants. Olivier Sidoc-Pohou. Au cœur de la profession d'enseignant, il y a cette notion d'exemplarité. Quant à la notion de confiance, alors évidemment, elle peut se voir de différents points de vue, mais c'est d'abord la confiance que la nation, les parents, les élèves ont envers les enseignants, qui sont des fonctionnaires qui sont au cœur du service public. Mais cette confiance, elle implique aussi, évidemment, des devoirs et un cadre. C'est-à-dire, personnellement, quand je croise des soldats de la force Sentinelle, j'ai toute confiance en eux. C'est aussi parce que je sais qu'il y a un cadre dans lequel ils exercent ce qu'ils doivent exercer. Donc, je comprends, parce que peut-être dans l'éducation nationale, moins que dans d'autres corps d'administration, on a eu l'habitude de rappeler peut-être des droits généraux, des devoirs généraux des fonctionnaires, et donc le maître tout d'un coup apparaît comme une invention du ministre ou une création, alors que c'est simplement des choses qui existent depuis la création de la fonction publique. Marion Armango, sur le devoir de réserve aussi qui est imposé aux enseignants et qu'on connaît peu. On a beaucoup entendu l'importance de s'exprimer, de pouvoir dialoguer. C'est encore ce que demandent les directeurs et directrices d'école dans une lettre ouverte au ministre aujourd'hui. C'est déjà aussi ce qu'évoquaient deux mouvements, pas de vagues et les stylos rouges par la suite, de remettre du dialogue. Ça, c'est au cœur du malaise, cette absence de dialogue. Ah oui, mais complètement, c'est ce que je disais. En plus, du coup, c'est ce qui donne un sentiment d'indifférence, puisque du coup, quand on n'a pas le droit de parler, s'exprimer, et c'est ce qu'on se voit, dès qu'une actualité le permet, tous les enseignants, les directeurs prennent la parole, et pour moi, c'est hyper important, quoi. Surtout que, au-delà même de porter une parole publique, l'enseignant, il doit mettre un pansement pour que les enfants et les élèves ne se rendent pas compte des manques auxquels il doit faire face. Il doit mettre un pansement parce qu'il n'est quand même pas question non plus que les parents se rendent compte des manques qu'il y a pour leurs enfants dans les écoles. Et il doit mettre en plus un pansement pour protéger l'inefficacité et parfois les erreurs de l'éducation nationale. Il met des pansements partout, en fait. Voilà, l'appel d'enseignants, je cite votre tribune, Anne Barrère, au soutien hiérarchique et la dénonciation du silence bureaucratique, voire de l'omerta qui entoure aujourd'hui le réel du travail des enseignants et leurs difficultés, met l'accent sur une crise majeure.
rétablir le dialogue. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous aider à l'ouvrir aussi, ce dialogue et cette discussion qui se poursuivra, je l'espère, en tout cas pour sûr, sur l'antenne de France Culture. Merci Marion Armango. Merci. Ils ont tué l'école. Votre ouvrage Enquête vient de paraître au Seuil. Anne Barrère, je rappelle le titre de votre précédent ouvrage paru chez Armand Collin il y a 2 ans, Au cœur des malaises enseignants. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Oriane Delacroix et Sophie-Catherine Gallet, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréhus. À la réalisation, aujourd'hui, c'était Sonia Leglen avec Jean-Guilain Meige. À la vidéo, Jordan Fuentes. Très bel après-midi à tous sur France Culture.